le titre de mon topo, c'est Lost in Depression, parce que c'est vraiment ça que je ressens. Surtout après l'histoire du Covid, où j'ai entendu des statistiques sur les prévalences de dépression à partir de l'échelle HAD, où on demande aux gens, alors qu'il y a une épidémie, est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir, est-ce que, etc., etc., et les gens répondent oui. Ah ben il y a 30% de prévalence de dépression en France. De quoi parle-t-on, quoi? Alors à la fin, après avoir dit non, on ne peut pas dire ça, non, on ne peut pas dire ça, et que en fait personne ne m'écoutait, j'ai dit en fait peut-être que c'est vrai. Peut-être que après tout, les gens ils disent ce qu'ils veulent. Hein. Alors peut-être que le mot dépression nous échappe. Hein. Voilà, qu'il appartient à la population générale, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est pour ça quand même que c'est important pour nous de nous demander de quoi on parle quand on parle de dépression. Voilà, donc c'est l'occasion, en moins de 45 minutes, de faire le point là-dessus, et je vous propose de voler, en gros, 20 minutes de déconstruction et 20 minutes de reconstruction. Alors, c'est très ambitieux, ça sera très approximatif, parce que le sujet est tellement vaste que c'est juste impossible, mais c'est ça qui est bien dans les exposés oraux, c'est qu'on peut être approximatif, ça fait partie du jeu, c'est pas un article soumis dans une revue internationale, c'est pas un livre, on est entre nous, on discute, on échange, et puis à la fin, il y aura des questions, vous pourrez me dire « je suis pas d'accord », etc., et ça sera avec plaisir. Alors, je vais commencer par un point de vue historique, parce que bien sûr la dépression appartient à l'histoire. Il y a très longtemps, déjà depuis la Grèce classique avec Hippocrate, la question se posait, et déjà c'était très compliqué, puisque vous savez que pour Hippocrate, est-ce que les maladies de l'âme relèvent de la médecine ou pas? Il n'est pas complètement sûr de lui. Alors je cite mes sources, hein, c'est deux excellents livres, L'histoire de la folie de Claude Quetel, et puis pour l'Antiquité, alors c'est 650 pages sur les maladies de l'âme de l'Antiquité de Jacques Pigeot. Alors tout ça c'est en français, c'est absolument remarquable, très professionnel. Si vous êtes intéressé par l'histoire de la psychiatrie, je vous le recommande vraiment, c'est magistral. Donc ces deux auteurs disent clairement que Hippocrate, fondamentalement il dit les maladies de l'âme, en fait c'est pour le philosophe, c'est pas pour nous. Voilà. Et d'ailleurs vous savez qu'à l'époque, les médicaments, ça marchait moyen. Par contre, les psychothérapies étaient déjà efficaces. On dit que les sophistes étaient les premiers psychothérapeutes. Donc il dit, les maladies de l'âme, c'est pour les psychiatres, c'est pour les... Ah, voilà. C'est pour les philosophes. Oui, mais quand même, il y a un médecin romain, Célius Aurelianus, qui dit « Ah oui, mais bon, les philosophes, ils n'ont jamais traité un cas de manie. » Alors, la manie, c'était pas exactement la même manie que nous, mais c'est pas si loin que ça, et bien sûr, il a raison. Alors, vous savez qu'à l'époque, il y avait trois grandes maladies psychiatriques, hein, la mélancolie, la manie, la phrénitis. On ne va pas rentrer dans le détail, mais donc la mélancolie, forcément, ça résonne comme de la dépression. Et alors, on a du mal à trouver des définitions de la mélancolie. Et en tout cas, si justement Hippocrate s'autorise d'en parler, c'est qu'il va enlever de la mélancolie tout ce qui pourrait ressembler, en gros pour nous, comme des états dépressifs névrotiques. Si ces mots ont un sens, on reviendra après, bien entendu, mais enfin, vous voyez tous à quoi je fais allusion. Donc il va enlever la dépression névrotique et il va garder les états dépressifs extrêmement forts avec une composante somatique extrêmement importante. Et donc je vous lis ce qu'on considère comme la description historique de la mélancolie par Hippocrate. Alors je dis que c'est ce qu'on présente parce qu'en fait dans les traductions en français, c'est le mot qu'il y a dedans, c'est hypocondrie, c'est pas mélancolie, mais les traducteurs disent qu'en fait c'est bien de la mélancolie, c'est pas l'hypocondrie, parce qu'il y a eu un problème historiquement de traduction du grec au français. Alors en tout cas voilà, souci, maladie difficile, le malade semble avoir dans les viscères comme une épine qui le pique. L'anxiété le tourmente, il fuit la lumière et les hommes, il aime les ténèbres. Il est en proie à la crainte. La cloison phrénique fait saillie à l'extérieur. On lui fait du mal quand on le touche. Il a peur, il a des visions effrayantes, des songes affreux.
et parfois il voit des morts. La maladie attaque d'ordinaire au printemps. Eh bien, ça ressemble à un état dépressif sévère avec une forte composante somatique. Alors après, j'ai passé sous silence le traitement qui est à base de lavement, de lait d'ânesse, etc., etc., etc. Donc on voit que, il y a 2500 ans, il y avait déjà des descriptions cliniques de ce que nous, on pourrait décrire comme un tableau dépressif, sévère. Et alors, en même temps, bien entendu, au cours des siècles, en dehors de la médecine, la dépression va apparaître aussi, avec l'acédie. C'est un mot de la psychiatrie qu'on utilise parfois, qui correspond en fait à un état dépressif avec une apathie totale, une absence totale d'élan vital et quasiment aucune symptomatologie émotionnelle. Et à l'époque, c'était un grand péché. C'était un grand péché parce que du coup, les moines ne croyaient plus en Dieu, parce qu'il n'y avait plus rien. Et donc, on a condamné des gens pour acédie. Et puis, il y a le spleen de Baudelaire, qui est, mal de vivre. Alors, il y a des professeurs de littérature qui le caractérisent comme une frustration colérique d'un idéal non réalisé. Frustration colérique d'un idéal non réalisé, et c'est très drôle parce que c'est quasiment de la psychopathologie. Idéal non réalisé, on verra tout à l'heure qu'en fait, Freud ne dit pas tellement une chose différente dans ses textes. Et ça, vous voyez, c'est de la littérature, de la poésie. Alors, les choses changent au début-milieu du XIXe siècle. D'ailleurs, vous le savez, c'est là que la psychiatrie naît. Et c'est là qu'on dit que la notion de dépression arrive. On ne sait pas exactement qui en premier a proposé le concept. Certains disent que c'est Kraepelin. Alors en tout cas, avant Kraepelin, il y avait Esquirol, et Esquirol commence à dire qu'il faudrait abandonner le terme de mélancolie parce que c'est pour les poètes, et que donc il propose deux termes, l'hypémanie et puis monomanie. Alors l'hypémanie, c'est délire partiel sans fièvre, avec passion triste, oppressive. La cause est morale et agit sur le cerveau. Et c'est curieux parce que je pense que beaucoup de collègues diraient le contraire aujourd'hui. La cause vient du cerveau et agit sur le moral. Donc Kraepelin, Kraepelin officiellement écrit ce que c'est qu'un état dépressif, et il dit que la mélancolie, qui définit comme un état, comme une mélancolie, le même terme que celui qu'on utilise, est incluse dans les états dépressifs, mais les états dépressifs, il y en a davantage, dont certains sont endogènes et d'autres exogènes. Et ça, on est milieu du XIXe siècle. Et puis après, alors, il y a une déclinaison à l'excès des sous-concepts de dépression avec la neurasthénie en 1869, qui existait toujours dans la classification internationale des maladies 10e version, c'est-à-dire avant-hier. Donc la neurasthénie, 1869, fatigue, anxiété, céphalée, névralgie, perte d'énergie et de joie de vivre. Ça ressemble à un syndrome dépressif. Et la traduction en langage contemporain, on dit syndrome de fatigue chronique. Il y en a plein dans les cabinets des médecins généralistes. Après, bien sûr, il y a la psychasthénie, 1898, Janet, bien entendu, incapacité à agir, diminution des capacités attentionnelles, de l'appétit, du sommeil, doute, angoisse, obsession, rumination, inhibition. Alors on est entre la névrose obsessionnelle, comme on l'appelait à l'époque, et puis le trouble dépressif. 1915, Freud et le texte Deuil et mélancolie, mais là on va y revenir parce que quand même c'est un moment extrêmement fort dans la psychopathologie des états dépressifs. Et puis alors quelque chose de très original, 1933, avec un changement assez radical de conceptualisation de la dépression par les phénoménologistes, et le livre de Minkowski, Le temps vécu, avec une observation clinique d'une patiente et qui dit elle dit « Je n'ai plus ce quelque chose qui projette vers l'avant. » Je n'ai plus ce quelque chose qui projette vers l'avant. Et donc, ça n'est plus les émotions qui constituent la dépression, c'est la stagnation du temps vécu. Et ça va avoir un certain succès, notamment avec les travaux de Daniel Vidloché, qui va travailler sur le ralentissement dépressif.
Et puis sur son séminaire sur l'intentionnalité, où il y aurait dans la dépression une perte d'intentionnalité et un ralentissement. Alors, on arrive à un moment où arrivent les classifications psychiatriques. Avec le DSM, alors on ne va pas revenir sur les items de la dépression du DSM parce que vous les connaissez tous, c'est aujourd'hui considéré comme la symptomatologie dépressive typique, mais il n'y a pas que la dépression dans le DSM, hein, il y a aussi dysthymie, troubles de l'adaptation, troubles bipolaires, etc. On voit bien qu'on a du mal à enfermer le phénotype dépressif dans quelque chose d'assez univoque. Alors, nous avons une classification française des troubles mentaux. D'ailleurs, la version pour les adultes est sortie il y a 4-5 ans. Elle est toute récente. Et je vous engage à vous la procurer parce qu'elle décoiffe. Parce que les grandes catégories de la classification française des troubles mentaux, c'est les psychoses. Alors, c'est un peu différent selon que c'est l'enfant et l'adulte. Hein. C'est psychose, névrose, trouble de la personnalité, trauma. C'est pas mal. C'est pas mal. Chez l'enfant, on ne dit pas organisation, on dit état limite. D'ailleurs, c'est curieux qu'on mette en avant, dans la nosographie des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, les états limites, alors que dans le DSM, c'est interdit d'en parler, et que ça n'existe pas chez l'adulte, alors que dans le DSM, ça n'existe que chez l'adulte. Alors, et figurez-vous que dans la classification des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, la classification française, il y a de la dépression partout. Il y a des dépressions psychotiques, névrotiques, chez les états limites et réactionnels. Et d'ailleurs, curieusement, côté psychose, alors qu'en fait, dans la classification des troubles mentaux de l'adulte française, l'état dépressif n'apparaît que dans la dimension psychotique. Elle n'apparaît pas dans la partie névrose. Il y a des névroses de type anxieux, des névroses de type phobique, pas des névroses de type dépressive. Pourquoi? Je ne sais pas. Je serais curieux d'en discuter avec les collègues. Pareil pour les organisations de la personnalité. Il n'y a pas, alors qu'on sait bien qu'il y a une comorbidité dépressive dans la quasi-totalité des troubles de la personnalité. Et figurez-vous que dans la dimension psychotique chez l'enfant, il n'y a pas de dépression chez l'enfant, c'est des troubles envahissants du développement de caractéristiques dysthymiques. Ce qui est une véritable interrogation, c'est que vous savez qu'il n'y a pas de consensus chez les pédopsychiatres sur la réalité de l'existence d'une dépression chez l'enfant. Est-ce que c'est vraiment la même chose que la dépression chez l'adulte? Est-ce que la dépression du tout petit, là je regarde Gisèle parce que c'est une spécialiste, est-ce que la dépression du tout petit, c'est la même chose que la dépression de l'enfant? C'est la même chose que la dépression de l'adolescent? Eh bien, on n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, il y a des arguments, vous savez, les médicaments ne marchent pas du tout de la même façon, selon qu'on est un enfant ou un adolescent, le sexe ratio n'est pas le même, etc. Donc, il doit bien y avoir quelque chose. Alors après, il y a d'autres classifications, le PDM, Psychodynamic Diagnosis Manual, hein, vous savez, l'énorme classification d'orientation psychanalytique nord-américaine, hein. Enfin, il n'y a pas que l'Amérique du Nord, puisque Mario Speranza a écrit un chapitre dedans. Et là, dans la partie... Alors, ce PDM, pour rappel, hein, ça part des troubles issus du DSM, mais ça les décrit aussi en termes phénoménologiques. En tout cas, c'est ma façon de décrire ça de façon très, très rapide. Et donc, dans le PDM, il y a une présentation de deux variétés de dépression. Une qui serait de type anaclytique, c'est-à-dire avec un vécu abandonnique. Je suis déprimé et abandonné. Et puis, un autre avec un vécu introjectif. Je suis déprimé et coupable, c'est de moi que ça vient. Ce qui fait sens aussi cliniquement, mais qui, vous voyez, n'apparaît absolument pas dans les autres classifications. Et puis, comme autre classification, il y a les RDoC, vous savez, la classification du NIMH issue des neurosciences, où là, il n'y a plus de troubles, c'est une matrice avec des dimensions, et donc il y a des dimensions d'affect négatif, d'affect positif, cognitif. Et donc, en fait, la dépression explose complètement dans ces dimensions. Bien sûr qu'il y a une composante cognitive, et il y a une composante d'affect négatif, avec la peur, la perte et la frustration liée au manque. Et puis, c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'après ça, il y a eu tous les travaux de neurobiologie, fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, avec la sérotonine. Le nombre de millions de personnes qui ont pris des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Et vous êtes au courant du papier, je crois, dans Biological Psychiatry qui est sorti il y a quelques mois,
où en fait, même au sein des neurobiologistes, ils ne sont pas d'accord sur le fait que la sérotonine, ça soit vraiment lié à la dépression. Bon. Et puis aujourd'hui, l'inflammation. Donc vous savez qu'il y a une théorie inflammatoire de la dépression. Et pour avoir écouté des collègues, il y en a dans mon labo qui travaillent là-dessus, c'est assez convaincant, sauf que les anti-inflammatoires ne marchent pas, donc c'est quand même un peu embêtant. Si c'est une maladie de l'inflammation, du coup, quand même, ça devrait marcher. Alors il paraît que ça pourrait être intéressant pour une sous-partie des dépressions. Bref, la neurobiologie explique un peu, mais pas beaucoup. Alors, et puis il y a le transculturel. Est-ce que la dépression chez nous, c'est pareil qu'ailleurs? Eh bien non, bien sûr. Hein. On sait que les états mélancoliques, eh ben, la culpabilité n'existe pas partout et que peut-être qu'elle est liée à notre culture chrétienne où on doit se sentir coupable de tout. Il y a des pays où on est plutôt persécuté. Et puis, il y a quelque chose qui est quand même assez fascinant, le CORO, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, hein, le syndrome qu'on apparente à un état dépressif avec un délire d'invagination des organes génitaux. C'est en Asie où les patients sont sûrs que leur pénis et leurs testicules sont rentrés dans l'abdomen et que les femmes, leurs seins, sont rentrés dans le thorax. C'est peut-être un cousin germain de notre syndrome de Cotard ou quelque chose comme ça, mais beaucoup plus fréquent que nous, et avec un délire qui est très circonscrit à cette thématique génitale. Et puis bien sûr, on est obligé de parler d'Alain Ehrenberg, avec son livre qui avait fait un succès incroyable, « La dépression, c'est la fatigue d'être soi ». On vit dans une société où il faut être absolument quelqu'un sans arrêt, c'est épuisant en termes de narcissique, et donc tout d'un coup on peut s'effondrer, et tout le monde est déprimé à cause de cette nécessité d'être sans arrêt quelqu'un d'important. Alors je me souviens quand le livre est sorti à la fin du XXe siècle, tous les collègues qui faisaient de la psychiatrie biologique disaient « mais qu'est-ce que c'est un scandale absolu, de quel droit les sociologues parlent-ils de dépression? C'est nous qui parlons de dépression, on sait ce que c'est. » Eh bien, encore une fois, c'est pas sûr que ce soit les psychiatres les mieux placés pour parler de dépression. Les troubles psychiatriques appartiennent à tout le monde, et en pédopsychiatrie, on le vit aujourd'hui avec l'autisme. L'autisme nous échappe complètement, et c'est plutôt pour le meilleur que pour le pire. Et puis, je terminerai ce point de vue par quand même le mystère qui existe depuis le début de cette réflexion autour de la mélancolie et de la dépression, c'est qu'en fait, les gens déprimés, eh bien, par moment, et même parfois au même moment, eh bien, ils sont excités et nous, on a dit qu'ils ont des accès maniaques. Voilà. Et ça, faut être honnête, c'est quand même un mystère. Ça a interpellé tous les psychiatres depuis le début, même depuis Hippocrate. Comment ça se fait que la même situation puisse déclencher un état émotionnel violent, négatif, ou parfois positif, et parfois les deux en même temps? C'est complètement incompréhensible. Alors je termine. Alors, vous voyez, en termes de déconstruction, on déconstruit. On est vraiment complètement perdu. Alors je vais commencer quand même, pour moi, le texte qui a construit, a posé quand même un édifice de construction, c'est le texte de Freud, Deuil et mélancolie. Je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas psychanalysé, donc je n'ai pas de conflit d'intérêt patent avec tout ça, et je n'avais jamais lu ce texte. Et donc je peux déjà vous dire ce que ça m'a fait quand je l'ai lu. C'est un tout petit texte, hein. On dirait un mémoire d'interne. C'est-à-dire qu'on dirait un truc écrit sur un coin de table, comme ça, rapidement. Le style est très simple, très humble, en disant, ben voilà, ben la dépression c'est compliqué, et donc je vais vous raconter un truc, ça marchera sûrement pas pour tout, mais je vous décris ce qui me passe par la tête, et puis voilà, et puis, eh ben c'est classe, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire, franchement, c'est classe. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit d'abord, ben, la dépression, ça ressemble à un deuil. Ben, il fallait le dire. C'est une évidence, mais il fallait le dire. Alors après, il théorise avec l'histoire de libido, etc. Bon, alors, c'est vrai que les mots de la psychanalyse ont un peu mal vieilli, mais et du coup, ça pose un problème, je trouve, ça participe au fait qu'elle est un peu stigmatisée en ce moment. Mais vous connaissez tous, enfin, vous savez bien mieux que moi ce qui sous-entend par libido, par moi, etc., etc. Alors il dit, ben voilà, dans un deuil, eh bien, il faut retirer la libido des liens qui la retiennent à l'objet.
Et c'est pas mal. C'est-à-dire que je suis attiré à l'objet, oui, forcément, il y a des objets qu'on aime bien, hein. Parfois c'est des sujets même, donc voilà, et on met de la libido dedans, faut l'enlever, une fois que l'objet est plus là, faut l'enlever, et c'est pas facile, et ça peut même être douloureux, ou peut-être joyeux, à la limite, pourquoi pas, peut-être que c'est une bonne opportunité. Et alors il dit après, oui, mais alors parfois on choisit l'objet sur des bases narcissiques, et il a un peu raison aussi. Les gens qu'on choisit, souvent on les choisit, qui se ressemblent, s'assemblent. Et donc, du coup, il y a une identification du moi avec l'objet abandonné. Pourquoi pas? Mais donc, du coup, s'il y a un deuil de l'objet, il y a un deuil de moi. Il dit la mélancolie, c'est ça. C'est je fais un deuil de moi. Bon, en peu de mots, c'est quand même assez magistral. Alors, on peut critiquer, si vous voulez, c'est l'avantage et les inconvénients des textes de Freud, hein, c'est que c'est brillantissime, c'est fulgurant, mais ça flotte au niveau des définitions. Par exemple, là, il est beaucoup question du moi. Je vous garantis, pour avoir cherché, quelle est la définition du moi en psychanalyse, ça flotte. Hein, ça flotte. Et ils le reconnaissent eux-mêmes. Hein. Ils le reconnaissent eux-mêmes. À l'intérieur des textes de Freud, c'est pas clair. Et puis après, ils ont changé régulièrement de définition. Donc du coup, quand on dit le moi, on ne sait pas de quoi on parle. Ça, c'est un peu gênant quand même. C'est un peu gênant. Voilà. Alors, et puis il dit quand même, on va y revenir dessus, il dit un truc, vous voyez, moi, c'est là qu'on voit qu'il avait une curiosité intellectuelle fabuleuse. Il dit, mais pourquoi cette activité de compromis est-elle si douloureuse? Pourquoi c'est douloureux, la mélancolie? Pourquoi? Il est difficile de l'expliquer sur des bases économiques. Il est remarquable que ce déplaisir de la douleur nous semble aller de soi. Ça, chapeau, c'est-à-dire, pour nous, c'est évident que la dépression, ça fait mal. Il dit, mais pourquoi ça fait mal? Il a raison. Et ma conclusion sera autour de ça. En fait, non. C'est pas vrai, la dépression, ça fait pas mal. Ça peut faire mal, ça peut faire monstrueusement mal, un mélancolique, anxieux, etc. Mais on verra, il y a des dépressions joyeuses. Alors, ça vous choque, je suis sûr, mais on verra, on donnera des exemples, il y a des dépressions joyeuses. Alors, ça c'était la déconstruction. Il me reste 19 minutes, on va reconstruire. Alors, ça va être forcément un petit peu violent. Alors, sur quoi je vais baser ma reconstruction, c'est qu'il se passe en ce moment, dans le monde de la psychopathologie, quelque chose de très fort. C'est qu'on a une convergence de plein de secteurs de la recherche qui sont en pleine ébullition, les neurosciences cognitives d'un côté, de l'autre côté, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones artificiels, de notre côté encore, la thermodynamique, et puis enfin, la psychanalyse. Et là, je dois saluer l'école de psychologie clinique de Nancy, avec des professeurs de psychologie clinique qui ont un séminaire de neuropsychanalyse qui est remarquable d'intelligence, de caractère extrêmement innovant, disruptif même, et qui intègre tous ces savoirs. Alors, on va partir de tous ces travaux. Donc, bien sûr, en 18 minutes, ça va être, vous allez être frustrés parce que on peut pas. Tout ça est tellement riche, tellement compliqué que c'est juste impossible. Mais ça, c'est juste une histoire d'avoir une idée. Alors, je commence par les réseaux de neurones. Certains types de réseaux de neurones. Un auteur des années 80, Hopfield, c'est pas celui qui est utilisé par Google, Facebook, etc. pour reconnaître les visages sur les ordinateurs. Donc, il propose un modèle de réseau de neurones artificiel. C'est très facile à programmer. Et c'est un biophysicien. Il dit, voilà, il y a un réseau de neurones. C'est un ensemble de cellules qui valent plus ou moins 1 et qui sont connectées les unes avec les autres. Il définit une énergie d'un réseau de neurones. Et il montre que quand ce réseau est isolé, l'énergie ne peut que diminuer. Et donc, comme elle ne peut pas tendre vers l'infini, parce que le réseau est fini, à un moment donné, elle converge. Et c'est ça qu'on appelle la conscience. Alors, c'est brutal, mais en fait, la métaphore, c'est quoi? C'est que quand on pense, oui, par moment, le plus souvent quand on pense, on n'a pas conscience qu'on pense. On pense, quoi. Et puis par moment, pof, on s'arrête,
on est arrivé à un minimum d'énergie, et là, on a conscience de ce qu'on voit. Eh bien, il dit, la conscience, c'est quand on arrive à un minimum d'énergie, et de toute façon, comme c'est un minimum, on ne peut pas aller plus bas, et donc tout d'un coup, on s'arrête et on a conscience. C'est ça qu'on appelle la conscience. Alors déjà, c'est fort. Et bien après, il dit, on peut représenter tout ça, tous ces minimums énergétiques, on peut les représenter graphiquement comme un relief. Vous voyez, les minimums, ça va être comme des vallées. Et donc, en fait, l'ensemble des états mentaux d'un humain, c'est comme les montagnes qu'il y a derrière Pau. Et tous les états mentaux conscients, ce sont les minimums. Et alors là, se pose une question. Nous, c'est-à-dire moi qui suis un sujet pensant, qui ai des neurones, où est ma représentation de moi dans mon réseau de neurones? Autrement dit, quelle est la conscience de moi? Eh bien, on démontre qu'il n'y en a pas et que ce n'est pas possible. Parce que, en fait, moi, c'est tout le relief des montagnes de Pau, c'est tous les états mentaux possibles que je peux avoir. Eh bien, cette représentation ne peut pas se contenir elle-même. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Russell. Un ensemble ne peut pas s'appartenir. Et donc, en fait, nous ne pouvons pas avoir de représentation de nous-mêmes. C'est-à-dire, vous savez, on se tartine on dit les humains sont à part parce qu'ils ont une conscience d'eux-mêmes. C'est pas vrai, les humains n'ont pas une conscience d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'on en parle sans arrêt. Et il y a une très belle phrase de Sartre qui dit « Quand la conscience essaie enfin de coïncider avec elle-même, tout au chaud, volet clos, elle s'anéantit. Essayez de penser à vous, allez-y, et vous verrez, ça ne marche pas. On ne peut pas penser à soi. Alors vous me direz, mais si, on pense quand même à soi. Non, on ne pense pas à soi. On pense à un moi mythologique. C'est-à-dire que le fait d'avoir on a quasiment, quand on essaie d'avoir conscience de soi, on est quasiment face à un phénomène de morcellement. On n'arrive pas à se capturer soi-même. C'est du morcellement. On se sent complètement éparpillé dans notre conscience. Et ça, c'est terriblement angoissant. C'est de l'angoisse de morcellement. Eh bien, pour lutter contre cette angoisse de morcellement, on a construit un moi mythologique, c'est-à-dire, moi, je m'appelle Bruno Falissard, je suis né en 1961 à Bordeaux, mes parents s'appellent, etc., etc. Et puis, ma vie, j'ai été à l'école primaire, maternelle, c'est mon premier souvenir. Enfin, voilà, je peux vous parler de moi. J'ai des images de moi, mais c'est pas moi, tout moi, c'est le récit mythologique que je fais de moi. Et ce récit mythologique que je fais de moi, il est ultra important parce que c'est lui qui me permet de lutter contre l'angoisse de morcellement. Quand je sens que je n'existe pas en tant que représentation dans ma conscience, c'est terriblement angoissant et immédiatement je me dis, mais non, moi j'existe, c'est bon, je suis là, et d'ailleurs je suis toujours le même alors qu'on n'est jamais le même, etc., etc. Alors, ok, ça c'est un premier résultat que je trouve déjà intrinsèquement intéressant des réseaux de neurones. Alors après, il y a les travaux de Carl Friston, qui est un neuroscientifique britannique, et qui a développé des travaux à la limite entre la thermodynamique et les sciences cognitives, avec le mot-clé énergie libre, qui est de la com, parce que quand il y a énergie libre, il y a énergie, c'est fantastique, et c'est libre, donc c'est encore mieux, donc voilà, ça se vend très bien, mais quand même, au-delà du côté sexy et marketing, quand même, honnêtement, ces papiers sont très forts. Alors, il a une mode pour une fois, c'est vraiment une rupture dans les sciences cognitives, alors que d'habitude, les sciences cognitives s'intéressaient à des micro-fonctionnements, dépendance au champ, etc., etc., Friston, là, il propose une représentation cognitive globale du sujet. C'est le sujet pensant dans son entièreté qui est modélisé. Alors, il le modélise comment? Il dit, voilà, il y a d'un côté la réalité, d'ailleurs c'est très lacanien, la réalité, je ne sais pas ce que c'est, voilà, c'est complètement inaccessible. Par contre, j'ai des organes d'essence qui transmettent des informations qui viennent de la réalité. Et ces informations, elles viennent de mon cerveau. Et puis en plus, j'ai des yeux, j'ai des oreilles, et j'oriente, moi, je suis capable d'orienter la recherche d'informations qui me traduit la réalité. Voilà, c'est sa représentation d'un sujet humain. Et alors il dit, voilà, en fait, le cerveau, son objectif, c'est quoi?
c'est de minimiser l'énergie libre, donc c'est très thermodynamique, et ça peut se résumer en 2 phrases. Alors vous avez d'un côté le monde extérieur tel que je le pense. Donc vous pensez au monde, c'est vos représentations du monde extérieur. Et puis d'un autre côté, vous avez les sens, vos sens, qui vous disent ce que c'est que le monde extérieur. Eh bien, c'est pas sûr que les deux soient en concordance. C'est pas sûr que vos représentations du monde extérieur collent avec ce que les sens vous disent. Et d'ailleurs, si c'est trop différent, ça fait quoi? On appelle ça de la psychose. Hein. Si ce que disent les sens, c'est pas en rapport avec les représentations, ben vous délirez, vous hallucinez, quoi. Et il dit que l'objectif du cerveau, ce que fait le cerveau en permanence, c'est de diminuer la distance entre les deux. En permanence, le cerveau diminue la distance qu'il y a entre vos représentations du monde et ce que les sens vous disent du monde. Bon, c'est quasiment psychodynamique comme conceptualisation. Hein. Et alors, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, dans la vie de... D'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de faire. On est en train de discuter. Je suis en train de vous dire des choses que peut-être pour certains d'entre vous, vous ne connaissiez pas. Et donc, du coup, la réalité change. Donc, du coup, vous êtes obligé de vous adapter à ça. Et votre cerveau s'adapte à ce que je vous dis. Et du coup, quand vous sortirez tout à l'heure, vous ne serez plus les mêmes que quand vous êtes entrés. C'est juste... Et c'est pas un problème. C'est pas un problème. Alors, parfois, il y a des surprises dans la vie. La surprise, c'est quoi? C'est une rupture dans la réalité. C'est-à-dire que normalement, on s'attend à ce que la réalité soit d'une façon ou d'une autre, et tout d'un coup, la réalité change brutalement, et vous êtes surpris. C'est ça la surprise. C'est « Ah ben tiens, zut, comment ça se fait ?» Vous voyez, la première chose que vous dites, c'est « Comment ça se fait ?» C'est-à-dire, vous mettez tout en branle à votre cerveau pour qu'il puisse tout intégrer, intégrer cette surprise dans les représentations que vous aviez du monde. Bon. Et c'est pas forcément mal, il y a aussi des bonnes surprises. Il y a des mauvaises surprises, mais il y a des bonnes surprises. Alors, ok, après, il se peut que la surprise, eh bien, le concerne votre moi mythologique. Et alors là, ça peut être plus compliqué. Alors, on prend l'exemple dans la Guerre des Étoiles, vous savez, quand Dark Vador dit à Luke Skywalker « Luke, tu es mon fils », il y a 4 mots. Quelle violence! Mais quelle violence! Et d'ailleurs, il hurle, il dit non, il se bat, et après, il va être déprimé. Hein. Il va être déprimé. Alors qu'il n'y a eu que 4 mots de prononcer, mais c'est 4 mots qui dézinguent complètement son moi mythologique. Et donc il n'a plus rien, enfin ceux qui le soutiennent pour lutter contre son angoisse de morcellement liée à son méconnaissance de lui, eh bien, disparaît. Et donc il est dans un état de désespoir et de pathologique, enfin de souffrance, de douleur, qui va lui prendre un temps considérable. Il va falloir des réaménagements intérieurs considérables, ça va prendre beaucoup de temps pour digérer qu'il est le fils de Dark Vador. Alors vous direz, c'est une fiction, etc. Mais moi, je me souviens, j'ai eu un cas clinique d'une adolescente, alors je vais changer la biographie, il y a une adolescente qui vivait dans le nord de la France, dans une famille extrêmement aisée, une fille parfaite, voilà. Elle était en 4e, parfaite à l'école, bien, très jolie, bien habillée, sage, etc., etc., et un jour à table, le père dit ah ben tiens, j'ai appris, vous vous souvenez, on allait en vacances dans les Alpes, on était avec une famille belge, etc. Ben, figurez-vous que ce papa belge, eh ben, il a violé les camarades que vous aviez à l'époque. Et là, elle se rend compte qu'elle a été violée aussi. Et en un jour, elle est devenue violemment dépressive, suicidaire, et ça a duré des années à ce moment-là où je l'ai vue. C'est-à-dire rien que quelques mots, mais qui ont fait voler en éclats les représentations qu'elle avait d'elle-même. Et qui bien sûr, ont déclenché un état dépressif alors extrêmement floride et particulièrement grave. Et donc je vous propose comme hypothèse que, en fait, la dépression, c'est
une rupture dans le moi mythologique. Dans la vie, il arrive que votre moi mythologique soit obligé d'être remanié, et si c'est remanié en profondeur, eh ben, ça va vous coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et la dépression, en fait, elle est là, c'est comme un plâtre pour une jambe cassée, elle vous oblige à prendre du temps. Et c'est de là la métaphore de Minkowski, stagnation du temps vécu, c'est-à-dire, en fait, si un dépressif, il fait rien, si un dépressif, le temps est lent, c'est fait exprès pour qu'il puisse se reconstruire dans l'agression qu'il a subie. Et d'ailleurs, sociologiquement, ça se voit, quand il y a un deuil, on laisse les gens tranquilles. On leur laisse le temps. Hein. Il a perdu sa mère, je ne vais pas le déranger. Il faut qu'il digère ça. Alors vous me direz, oui, mais alors, où sont les émotions là-dedans ? On en revient à la phrase de Freud, que j'avais lue tout à l'heure. Pourquoi la dépression c'est douloureux, etc. Mais alors là, moi je vais renvoyer la question, est-ce que vous pouvez vraiment associer une émotion typique à la dépression ? Alors la tristesse, bien sûr, mais il y a des dépressifs qui ne sont pas tristes. Hein. D'ailleurs, c'est même dans le DSM, c'est triste ou anédonique. Il y a des dépressifs abouliques, il n'y a pas de tristesse, il y a zéro émotion. On a l'impression qu'ils sont remplis de coton hydrophile, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a rien, il ne se passe rien. Voilà, il y a des déprimés colériques, il y a des déprimés anxieux, où c'est plutôt l'anxiété qui domine que la tristesse. En fait, et donc, quand vous avez tristesse, colère, peur, vous avez quasiment toutes les émotions négatives. Il ne reste plus que le dégoût. Et puis parfois, il y a des états maniaques, donc vous avez l'émotion positive. Toutes les émotions peuvent entrer en ligne de compte avec la dépression. Alors, comme il me reste 6 minutes, on peut en profiter pour aborder une façon, alors j'allais dire moderne, ça sous-entend que c'est bien, alors que ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais une façon différente de considérer les émotions aujourd'hui. Est-ce que vous savez pourquoi on a mal ? Est-ce que vous savez à quoi sert la douleur ? La première réponse qui vient à ça, c'est si on a mal, c'est pour nous pousser à ne pas faire des choses qui sont dangereuses pour nous, et que comme ça on vit plus longtemps. Oui, mais ça sous-entend qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Or, tous les modèles biologiques de la Terre, vous pouvez chercher dans le détail, il y a zéro liberté dedans. Hein. D'ailleurs, même la psychanalyse, où est-ce qu'il y a de la liberté dans la psychanalyse ? Il y a de la complexité, mais de la liberté, moi je ne la vois pas. Hein. Donc, on peut, comme ça, imaginer que nous sommes complètement déterminés. Ça serait triste, mais ce n'est pas impossible. Et donc, à ce moment-là, si on est complètement déterminé, à quoi ça sert d'avoir mal ? Puisque de toute façon, on est déterminé. Comme on est complètement programmé et on est déterminé, à ce moment-là, ça ne sert à rien de souffrir, puisqu'on ne peut pas éviter la souffrance. Et là, en fait, il faut complètement déconstruire le rôle de l'émotion. En fait, les émotions, ce sont des concepts intégrateurs. C'est-à-dire, je me pique là, oui, il y a un stimulus douloureux qui rentre, voilà. Nous, on dit que c'est mal, mais dire qu'on a mal, en fait, c'est un mot qui résume toutes les réactions nociceptives que l'on peut ressentir. C'est un résumé. Et ce résumé, en fait, c'est un excellent outil de programmation pour faire que nous, si on est des automates, on est des automates efficaces. En fait, la douleur, c'est juste un concept, on dit, et puis éventuellement, ça me permet de dire aux autres, j'ai mal, et comme ça, les autres automates vont s'arranger ils sont programmés pour s'arranger, tout est déterminé, et je dis que j'ai mal, donc on a besoin on va venir m'aider, et tout ça est issu d'une programmation complètement déterministe. Donc en fait, quand on dit j'ai mal, c'est pas pour s'empêcher de faire quelque chose qui nous fait mal, c'est juste une façon de dire, tiens, il s'est passé quelque chose qui est susceptible de me détériorer. Voilà. Et ce quelque chose qui est susceptible de me détériorer, ça va me pousser à me protéger, etc. Alors, quand je dis ça va me pousser à, en fait, je ne suis pas libre de le faire, c'est juste que la réaction de l'algorithme va faire que je me protège. Et on peut dire exactement la même chose de toutes les émotions. La tristesse, c'est une émotion liée à la perte d'objet.
Alors on peut perdre plein de choses, des proches, l'enfant peut perdre son doudou, etc., etc. Eh bien, à ce moment-là, le cerveau et l'évolution ont décidé que ce dénominateur commun s'appelait la tristesse. Alors il se trouve que nous, on le vit d'une certaine façon, on le parle d'une certaine façon, mais c'est juste un concept. Et donc en fait, quand vous êtes déprimé, vous pouvez être déprimé dans des configurations qui sont complètement différentes. Vous pouvez être déprimé, c'est-à-dire avec une rupture de votre moi mythologique liée à une perte, vous aurez de la tristesse parce que quand vous avez une perte, ça déclenche ce que nous on appelle la tristesse. Mais vous pouvez avoir une perte, une rupture liée à votre moi mythologique, liée à une autre circonstance qui va déclencher une autre émotion. Et c'est pour ça que je vous disais, il peut y avoir des dépressions joyeuses. Par exemple, en cas de succès. Vous savez, quelqu'un qui a un succès, on dit le succès, tu le désires. Mais en fait, et ce qui est vrai, le succès, tu le désires, vous avez vu comme après quelque chose de grand qu'on a réussi, on est un peu à plat. On est un peu à plat. Pourquoi? Parce que notre moi mythologique, il a changé. On n'est plus la même personne. Il faut qu'on se reconstruise comme quelqu'un qui a eu un succès, qui a changé. Et parfois, d'ailleurs, c'est dur. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des promotions et qui se dépriment parce qu'ils ont eu une promotion. Et puis parfois, au contraire, on est gai et on est fatigué et gai. Comme après un marathon, vous avez couru un marathon, vous êtes complètement fatigué, mais vous êtes gai. Alors vous allez dire, ah oui, c'est les endorphines. Et je vais conclure là-dessus. Mais bien sûr que ça peut être des endorphines, mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre du tout. Quand j'ai dit que le cerveau, il passait son temps à recoller les représentations que vous faites du monde et les stimulations et les stimulus que vous recevez de l'extérieur, et que ça peut marcher ou que ça peut ne pas marcher, et qu'il peut y avoir un gap ou pas. Mais ça, c'est lié à l'environnement, c'est-à-dire effectivement, ma patiente a été abusée, donc elle est déprimée, mais ça peut être complètement lié à mon cerveau lui-même. Si jamais les neurones ne fonctionnent pas bien, effectivement, je peux avoir du mal à recoller mes représentations avec ce que me donne l'essence. Et donc en fait, dépression névrotique et dépression exogène et endogène, oui, on peut en parler, mais c'est exactement la même dépression. Et on peut très bien sûr, quelqu'un qui a une rupture dans son existence, dans son moi mythologique, et que cette rupture n'arrive pas à se colmater à cause de son fonctionnement biologique, on peut quand même l'envoyer en psychothérapie pour le faire parler de son moi mythologique, pour qu'il puisse se recoller les morceaux. Et de la même façon, si quelqu'un est déprimé et qu'il est en souffrance par rapport aux émotions liées à sa dépression, bien sûr qu'on peut lui proposer des antidépresseurs pour colmater cette souffrance dépressive. Donc juste pour conclure, alors vous me direz, tout ça pour ça, d'accord, Freud avait dit un peu la même chose, sauf que Freud, il y a la libido, il y a le moi. Alors quel moi? Le moi idéal, c'est quoi le moi idéal? L'idéal du moi, etc. Il y a un peu de flou. Et puis Freud, c'était la mélancolie, c'était pas la dépression. Et il était coincé dans un état dépressif avec idée de culpabilité, etc., etc. Et alors que là, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, il y a un océan de dépression qui correspond à la déconstruction que j'ai faite au début. On peut voir la dépression de plein de façons, et bien sûr que fondamentalement, il n'y a pas à dire que la dépression c'est pathologique. La dépression, c'est une façon que l'humain a à gérer des choses qui se passent dans sa vie. Et parfois, cette rupture n'arrive pas à se colmater spontanément, la souffrance est là et elle peut être terrible, et là on a besoin de soignants pour s'en occuper. Merci pour votre attention.